Hey! Salut à tous! Je reviens vous voir pour vous parler de lectures que j'ai vraiment adorées. Il y a du thriller bon, du très très bon thriller, mais pas du thriller sombre, quoique, et de l'historique. Pas du roman historique, de la vraie histoire pour les passionnés d'histoire. Et si vous n'êtes pas du tout passionné d'histoire, si vous n'aimez pas les reines de France, eh bien vous pourrez vous arrêter tout de suite après le premier roman parce que sinon ça va pas vous plaire. Et pour ceux qui aiment l'histoire, stay tuned parce que là, franchement, ça va être très très bien. Le premier roman dont je voulais vous parler est le roman d'Oren Miller, J'agonise fort bien merci, aux éditions L'Homme sans nom. J'ai eu un véritable coup de cœur pour ce livre qui est juste génialissime. Pas en question de pied de nez comme avait pu l'être La police des fleurs, des arbres et des forêts, mais dans la construction du bouquin, dans l'intrigue, dans le ton qui est employé, dans la description des personnages. C'est vraiment un très très bon roman. Donc trêve de teasing, je vous présente J'agonise fort bien merci. Donc le pitch. Nous sommes dans les années 1950 en France et nous suivons un jeune garçon qui s'appelle Isabeau Ledu, qui est l'homme à tout faire, l'esclave administratif d'un avocat qui n'a absolument aucune ambition et qui est alcoolique dans la ville de Dinard. Et il se trouve que cet avocat va prêter Isabeau Ledu comme commis à un notaire, Évariste Fauconnier, notaire parisien extrêmement réputé, riche, avec le bras très long, qui vient dans la région, en Bretagne, à Dinard, pour régler des affaires. Une de ces affaires, en l'occurrence, est mettre en ordre la succession d'une amie très chère à lui qui vient de décéder et pour lequel la famille a requis son expertise pour mettre de l'ordre dans le dossier. Et quand il arrive, il parle donc aux enfants de la défunte et il s'aperçoit qu'il y a quelque chose de très louche derrière la mort de son amie Catherine et il décide de mettre son nez très pointu, son flair, et il va découvrir quelque chose de pas normal et il veut faire toute la lumière sur cette affaire. J'en dis pas plus, je vous promets, j'en dis pas plus, c'est à vous de découvrir ce roman. Les personnages principaux sont Isabeau Ledu et Évariste Fauconnier. Alors Isabeau Ledu, c'est un jeune homme de 23 ans, il est originaire de la région, il est extrêmement beau, il est très très curieux, très rêveur, et c'est un enfant donc des campagnes qui a été ballotté durant toute son enfance de foyer en famille d'accueil parce qu'il était l'énième enfant d'une très très grande fratrie et la bouche de trop à nourrir. Donc il a toujours été à droite, à gauche, ballotté, etc. Et il a réussi à s'en sortir. Il ne vous aura pas échappé que Isabeau porte un nom complètement féminin et réservé aux reines de France. Et d'ailleurs, Évariste fera la réflexion du fait que soit les parents d'Isabeau ont un humour très sarcastique pour avoir nommé un enfant des campagnes comme une reine de France, ou alors qu'ils étaient complètement incultes. Donc Isabeau, il est extrêmement sensible, il intègre les sentiments des autres comme les siens propres, on lit en lui comme dans un livre ouvert et c'est un personnage qui est extrêmement attachant. Quant à Évariste Fauconnier, c'est un personnage que j'adore, mais je pense que tout le monde adore ce personnage, il est extraordinaire. La trentaine bien consommée, notaire à Paris, issu d'une famille extrêmement riche, homme extrêmement intelligent, très érudit, il est horrible, il a la langue très bien pendue, voire acide. Il ne cesse de jouer avec ses interlocuteurs pour qu'ils ne sachent jamais sur quel pied danser. Il fait des pirouettes verbales, il est sans cesse en train de vous reprendre. Bref, c'est un personnage très très agréable, très drôle, très comique et il fait vraiment le bouquin. Donc voilà, j'ai adoré ce personnage, il est quand même extraordinaire et vous l'aimerez tout autant que moi, c'est sûr et certain. Ce que j'ai extrêmement apprécié également dans ce roman, c'est la plume. La plume, elle est extrêmement soignée.
Le ton, il est acide, mais délicieux. Le style, il est clair, précis, élégant. Et il y a une réelle tonalité comique dans ce roman dans lequel on ne passe pas à côté et qui le rend vraiment jubilatoire. Un comique de caractère et un comique de mots. Déjà, rien que dans le titre, j'agonise fort bien, merci. Rien que le titre, on est attiré par ce bouquin. On a envie de se dire, bon, de quoi il en retourne. Le comique à travers les réflexions, les injonctions acerbes d'Évariste qui sont continuelles pour tout le monde. Il y a des sortes de didascalies qui donnent les pensées de Isabeau et sont en totale contradiction avec la réponse qu'il donne. Et ça, c'est vraiment, ça donne un super rythme et on a toujours le sourire aux lèvres. Une ou deux fois où je me suis vraiment exclaffée parce que c'est drôle, le ton il est drôle, il est comique et c'est vraiment très très agréable dans une lecture comme ça. Une situation qui me revient en tête, Évariste loge aux Roches-Brunes, qui est une extrêmement belle demeure dans le nord de Dinard qui donne sur l'océan Atlantique. C'est un très très bon ami à lui et client qui la lui a prêté le temps de régler la succession de son amie Catherine. Et donc, allant avec les murs, il y a un majordome. Et ce majordome, Évariste ne cesse de l'appeler Georges. Georges, s'il vous plaît, pourriez-vous, blablabla. Puis, à un moment dans le livre, il dit, mais vous ne vous appelez pas Georges, n'est-ce pas? Alors, Georges répond, non, monsieur, c'est Adam. Ah, bah, très bien, je me disais aussi. Bon, alors, est-ce que vous pourriez aller nous préparer des huîtres pour ce soir, Georges? Et alors là, à la foutre, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Ça correspond tellement au personnage d'Évariste, c'est tellement lui, et je trouve ça vraiment très très très. J'ai été prise un peu au dépourvu tout de même quand j'ai commencé à rentrer dans ce bouquin parce qu'il mêle réel et superstition surnaturelle. Donc ça se passe en Bretagne, les Bretons sont un peuple avec tout un folklore, des croyances, les fées, le petit peuple invisible, et même si c'est quelque chose auquel ils ne croient pas forcément tous, c'est quand même ancré dans eux parce que ils font des choses plus par superstition que par conviction, parce que c'est de génération en génération. Il ne faut pas oublier que l'action se passe dans les années 1950 et que les superstitions ont la peau dure. Donc, ils continuent à reproduire des gestes ancestraux sans forcément y croire, mais on le fait quand même parce qu'on ne sait jamais. Donc, on se signe avant de passer un pont pour honorer la Dame Blanche, ou alors on regarde vers les falaises en fredonnant pour ne pas alerter ou pour ne pas mettre en colère les fées des houles, etc., etc. Donc il y a plein de choses qui s'en rapportent. Et c'est vrai qu'au début, moi, ça a pris un ton surnaturel auquel j'étais pas préparée. Et que voilà, je me suis dit, je me laisse aller avec le bouquin, on verra où est-ce que cela me met. Le dénouement, il est très sombre et il est complètement à contre-courant de l'ensemble du bouquin que je vous ai dépeint avec un ton humoristique, un ton comique. Et la fin, elle est sombre. Elle n'est pas du tout dans la mouvance du roman, de l'ensemble du roman. Et pourtant, elle est fantastique. Elle est une fin qui est splendide. Tout est bien orchestré. L'intrigue, elle est parfaite. Et voilà. Dans son ensemble, c'est vraiment un extrêmement bon bouquin. Et quand vous vous posez quelquefois des petites questions, vous disant ah mais j'aurais pas voulu que ça prenne cette route-là, etc., etc. En tout cas, à la fin, tout s'explique, tout est extrêmement bien raccordé et c'est un bouquin que je vous recommande absolument. Donc, j'agonise fort bien, merci, Doreen Miller aux éditions L'Homme sans nom. Et il y a un deuxième opus que je me suis procuré en même temps parce que j'avais lu des avis extrêmement positifs. Il s'agit de À présent, vous pouvez enterrer la mariée. Donc, toujours Doreen Miller aux éditions L'Homme sans nom et qui reprend un peu les aventures, je ne vous dirai pas trop, mais qui sont un peu dans la même veine, je pense, et il va bientôt rejoindre mes lectures. Voilà pour ce roman extraordinaire que j'ai lu, que j'ai fini la semaine dernière. Je suis en train d'en lire un en ce moment. Ah bah, pourquoi
je suis en train de lire La Marquise de Brinvilliers avec l'affaire des poisons sous Louis XIV. Et pourquoi? Parce que dans ce roman, on parle justement de l'affaire des poisons et de la Marquise de Brinvilliers. Ça a titillé ma curiosité. Je me suis dit, ni une ni deux, je suis allée sur Momox et je me suis procuré La Marquise de Brinvilliers, donc de Agnès Walsh. Et je suis en train de le lire, donc c'est grâce à Oren Miller qui a su attiser ma curiosité. Je suis un petit peu comme Isabeau finalement. Passons à la suite avec les deux prochaines lectures qui m'ont littéralement réjoui parce que quand je lis des livres historiques, je suis toujours en peine de savoir quelle est la partie romancée, quelle est la partie historique. Est-ce que ça s'est réellement passé comme ça? Est-ce que l'auteur a complètement inventé? Et du coup, je suis toujours un peu sceptique parce que je sais pas trop à quoi m'en tenir et j'ai toujours voulu des bouquins qui me retracent, mais de manière pas trop pompeuse non plus, l'histoire. Et je suis férue d'histoire et j'aime l'exactitude. Alors on est bien d'accord, l'histoire on n'y était pas, il n'y a pas de film, il n'y a pas d'enregistrement audio, ce n'est que la transmission de part des personnes, suivant si elles vous aimaient ou si elles vous aimaient pas. Donc on peut avoir plusieurs versions, mais en règle générale, ça s'est à peu près passé comme ça. Donc j'ai trouvé, en visitant le château de Fontainebleau, me semble-t-il. Non, c'était pas le château de Fontainebleau, c'était Chenonceau ou c'était Chinon, je ne sais plus, mais les bouquins de Simone Berthière, donc le premier tome, Le beau XVIe siècle, Les reines de France au temps des Valois, et le second, Les années sanglantes, Les reines de France au temps des Valois 2, donc de la même Simone Berthière qui a fait toute une collection sur toutes les reines de France, en fait, que ce soit sous le temps des Bourbons et puis peut-être sous le temps des Capétiens, etc. Donc, voilà, ça c'est l'histoire pure et dure. Ce sont des faits qui ont été inscrits, qui ont été pris tels quels et qui ne sont pas du tout romancés. Et ce que j'aime, c'est que c'est présenté sous forme de... Voilà, c'est tellement bien écrit, la plume est tellement bien écrite qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde et on sait que tout est vrai en fait. Voilà, il n'y a aucune romance, il n'y a aucune invention, il n'y a rien de tout ça et c'est vraiment ce que je recherchais à tout prix. Donc les reines, si ça vous intéresse, qui sont sur ce premier livre-là, c'est Anne de Bretagne, Jeanne de France, Marie d'Angleterre, Claude de France, Éléonore d'Autriche et Catherine de Médicis, que l'on retrouvera ici et je vous expliquerai la spécificité de celui-ci. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est que moi, je me suis fantasmée ces reines de France tout au long des films que j'ai pu voir, des romans que j'ai pu lire. Et par exemple, Claude de France, moi, je me l'imaginais. Voilà, Claude de France qui est la fille de Louis XII et la femme de François Ier. Donc, le pouvoir va passer à François Ier. Claude de France, hein, la reine Claude qui a donné son nom aux prunes. Je l'imaginais grande, belle, majestueuse. Bah, en fait, il se trouve qu'elle était petite, elle louchait, elle était limite bossue et on se demande pas si, voilà, elle était pas... Donc, elle était complètement à l'antithèse de ce que je pouvais m'imaginer d'elle. Et ouais, j'aime savoir que ce qu'on me dépeint là, bah, c'était des choses réelles, en fait. Donc, ce livre, je ne sais pas si vous voyez l'état dans lequel il est, mais je me le suis trimballé partout. Il est vraiment... Je crois qu'un livre qui a autant vécu que ça, dans ma bibliothèque, j'ai pas. J'ai vraiment adoré ma lecture et j'étais extrêmement contente. Alors évidemment, c'est pour les férus d'histoire. Si vous n'aimez pas l'histoire, si vous n'aimez pas les reines de France, c'est pas la peine de lire ça. C'est vraiment des faits historiques, sous une très belle plume, très bien agencée, mais ça n'en reste des vérités historiques. Et du coup, seuls les amateurs pourront vraiment apprécier sans s'endormir au bout de 2 pages, quoi. Donc voilà. Et le second, donc... c'est exactement le même processus. On parle des reines de France sous le règne des Valois. Donc on parle donc de Catherine de Médicis. On a commencé à en parler ici et on continue ici avec aussi Marie Stuart, Élisabeth d'Autriche, Louise de Lorraine et Marguerite de Valois. Mais ce livre a été fait autour de Catherine de Médicis, puisque Catherine de Médicis est vraiment la pièce maîtresse de toutes ces reines, puisqu'elle va vraiment graviter autour. Donc, je refais un petit récapitulatif sur qui était Catherine de Médicis, italienne, issue d'une famille extrêmement riche, mais pas du tout noble, qui a réussi à faire un très très beau mariage avec le deuxième fils de François Ier, Henri II.
Et donc, il n'était pas du tout voué à régner, puisque l'aîné de François Ier était l'héritier, était le dauphin, et donc il était hors de question que Catherine de Médicis et Henri II règnent un jour. Sinon, si ça avait été même une éventualité, jamais il n'aurait donné une roturière à un prince de sang pour devenir roi de France. Il était hors de question qu'une roturière devienne reine de France. Il se trouve que l'aîné de François Ier meurt, que Henri II accède au trône et que Catherine de Médicis devient reine de France. Et il y a toute une légende. Moi, j'ai toujours été fascinée par cette reine parce que depuis que je suis toute petite, il y a une légende noire qui tourne autour d'elle, autour des poisons, autour de l'astrologie, autour de beaucoup de choses. Il y a eu la Saint-Barthélemy, bien évidemment. Et en fait, elle n'est pas du tout la reine que l'histoire a voulu en faire ou que les anciens films des années 50 ont voulu en faire. C'était vraiment une reine qui aimait ses enfants, qui aimait son pays d'adoption et qui a voulu tout faire pour le tenir à flot. Elle a été donc reine, régente, mère de roi et son histoire, elle vaut vraiment le coup d'être lue et elle vaut vraiment le coup d'être réhabilitée. Donc, les reines dont on parle, il s'agit donc évidemment de Marie Stuart, qui est l'épouse de François II, l'héritier, donc le premier, pas le premier enfant, mais le premier héritier de Henri II et Catherine de Médicis. Catherine de Médicis qui était une personne extrêmement effacée. Elle avait un époux qui était éblouissant, qui ne s'intéressait pas du tout à elle. La fameuse Diane de Poitiers était sa maîtresse. Elle a toujours détesté Diane de Poitiers, mais elle n'a jamais rien eu à dire parce que elle n'avait rien à dire de toute façon. Et puis Henri II est mort d'une façon assez brutale et douloureuse lors d'un tournoi auquel il ne devait pas assister. Il a voulu soudainement prendre part aux joutes. Il s'est préparé, donc les joutes avec les chevaux, les lances, et en fait, lors de la rencontre, il s'est pris un éclat de lance dans l'œil. Donc, c'est là où Ambroise Paré, l'un des plus célèbres chirurgiens de son époque, est intervenu. Et le roi est mort dans d'atroces souffrances. Il a mis, je crois, entre 2 et 4 jours à passer l'arme à gauche. Et c'était pas très agréable. Et à partir de là, elle est devenue régente. Et c'était une femme qui était extrêmement intelligente. Elle a compris qu'elle n'aura jamais le pouvoir. C'est pas parce qu'elle est mère de roi et régente qu'elle a le pouvoir. Et elle a su tirer son épingle du jeu et essayer de faire comme bon lui semblait, comme cela était bon de faire, malgré tout ce qui pouvait lui mettre des bâtons dans les roues. Donc Marie Stuart, qui était reine d'Angleterre, enfin la prétendante au trône d'Écosse et qu'il a épousée, est bien vite repartie chez elle puisqu'elle se détestait cordialement et elle n'a pas pu avoir d'enfants. Ils se sont mariés très jeunes, à l'âge de 15 ans. Et François II est mort extrêmement jeune également parce qu'il était assez chétif. Et donc elle est repartie dans son pays, Marie Stuart. Élisabeth d'Autriche, qui était la femme de Charles IX, donc le deuxième roi, fils de Catherine de Médicis, dont on parle. Et enfin, Henri III avec Louise de Lorraine, qui était donc Henri III, le fameux Henri III, avec ses mignons, etc. Donc on parle tour à tour de ces reines-là. Et la dernière, Marguerite de Valois, qui n'est pas une bru, mais une des 2 filles de Catherine de Médicis et qui épousera le futur roi Henri IV et qui démarrera la lignée des Bourbons. Donc ses fils sont les derniers Valois de la branche capétienne. Ce livre est extrêmement bien et donc du coup, autant ici on passe vraiment d'une reine à une autre, chronologiquement, à savoir que Anne de Bretagne a été reine 2 fois de suite puisqu'elle a épousé un roi, et elle en a épousé un deuxième. Donc Anne de Bretagne revient 2 fois, mais dans l'ordre chronologique, mais du coup on passe vraiment successivement d'une reine à l'autre, alors qu'ici c'est vraiment comme une sorte de rayonnement, c'est-à-dire qu'on part de Catherine de Médicis et on va vers une reine, et on revient vers elle, et on va vers une autre reine, et on revient vers elle, et tout le bouquin est vraiment centré autour de cette figure-là. Donc voilà, Simone Berthière, pour moi, extrêmement bien, c'est vraiment une très bonne lecture pour les passionnés d'histoire, pour les passionnés de Reine de France. C'est extrêmement bien écrit et on a vraiment une vision globale et
un peu plus réel et non pas fantasmé de ce que avait pu être, comment avait pu être dépeinte Sérène. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Cet épisode, carrément, on est dans une série. C'est le point lecture numéro 4. Je ne suis pas peu fière. Continuez à vous abonner. Continuez à mettre des petits pouces bleus si cela vous plaît. J'espère vraiment que vous aurez été tentés par... Alors, ces lectures-là, je suis bien consciente que elles sont pour un public un peu plus averti, que c'est pas... voilà, tout le monde n'aime pas l'histoire de France, loin de là. Mais c'est dommage, je trouve que voilà, c'est intéressant. Par contre, pour celui-là, je vous encourage grandement à le prendre si vous aimez les thrillers, parce qu'il est vraiment extrêmement bien. Et je rappelle que c'est pas un thriller... sanglants comme peuvent l'être les Harlidge ou les Chatham ou les Jean-Christophe Granger dont je suis fan absolu. Voilà, il se lit très bien et c'est un excellent livre. J'arrête de blablater, c'est terminé. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans le prochain point lecture. Ciao, ciao!